Nous allons rencontrer en la personne de Sioran un homme profondément seul, entièrement livré à sa propre pensée, sans aucun souci de destin, si ce n'est la réflexion sur le destin. Sioran est roumain de naissance. Aujourd'hui, il est apatride. D'ici quelques jours, il va avoir 63 ans. Il vit à Paris depuis 1937, date à laquelle il est venu à la Sorbonne pour y préparer une thèse. Aujourd'hui, il nous avoue qu'il n'en a toujours pas trouvé le sujet. En 1947, Sioran décide d'écrire en français. Et depuis lors, il nous a donné à lire 6 ouvrages dont chacun des titres reflète le caractère soi-disant nihiliste de sa pensée. 1949, précis de décomposition. 1952, syllogisme de l'amertume. 1956, la tentation d'exister. 1960, histoire et utopie. 1963, la chute dans le temps. 1969, le mauvais démiurge. Ces ouvrages sont traduits dans la plupart des langues du monde. L'audience de Sioran est universelle. Sa pensée, en effet, est très actuelle. Elle est en quelque sorte le témoin de l'inquiétude de notre temps. C'est grâce à un concours de circonstances qu'il serait trop long de raconter ici que Sioran a bien voulu nous accorder un entretien. C'est là un fait important et qui valait d'être souligné. C'est pratiquement la première fois que Sioran s'adresse, se confie à la presse. Un point encore, je vous demanderai quelques légers efforts d'attention aux premières paroles de Sioran pour vous familiariser avec son accent franco-roumain et la rapidité de son débit. C'est là l'affaire de quelques secondes, après quoi, j'en suis sûr, vous pourrez suivre très facilement ses propos. À partir de quel moment vous n'avez pas voulu avoir de destin? De destin. Mais ça, en fait, depuis que je suis ici, parce que j'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant, et même je peux vous dire que jusqu'en 1950, j'étais inscrit, immatriculé à la Sorbonne, et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. En 1950, j'ai été convoqué, on m'a dit, écoutez, vous avez maintenant 40 ans, c'est fini, vous ne pouvez plus manger dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. C'est vrai que j'ai vécu en parasite de l'université, alors que je n'avais rien de commun avec cette université. Ça, je crois que ce point est très important pour moi, parce que vraiment, ça a été un coup terrible sur le plan matériel. Parce qu'on m'avait dit à l'époque, écoutez, c'est fini, c'est abaissé à 27 ans. L'âge qui vous permet d'aller dans les cantines, etc. Alors, si ça avait pu continuer, mon plan de vie était arrêté. Donc jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant. Avec tous les avantages matériels que ça comporte. En 1937, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens que vous estimiez? Absolument pas. Absolument pas. Je dois dire que j'ai rencontré des écrivains à Paris au moment où j'ai publié mon premier livre. Donc en 1949. Avant, je connaissais des gens, mais jamais je ne pensais qu'il fallait voir un écrivain, un philosophe, à peine intellectuel. J'ai toujours vécu en dehors de ça. Mais malgré tout, avec votre livre, vous avez sauté la barrière. Oui, et je dois dire que j'ai essayé de me rattraper en un sens. Et pendant quelques années, j'ai mené une vie, pas mondaine, mais la vie des cocktails. Disons de 1950 à 1953-54, je connais énormément de monde, sortais énormément. À la fin, je m'en suis lassé. Mais j'ai toujours vécu, au fond, en marge de la société. Et de tout, une existence marginale, avec tout ça implique, et qui correspond très bien à ma vision des choses et à mes goûts personnels.
Pourquoi avez-vous décidé malgré tout en 1949 d'écrire un livre? C'est Je en vais vous un dire- sens entrer dans la société quand même. Non, écoutez, voilà ce qui se passe. En 1947, je me trouvais près de Dieppe, passer mes vacances au Fornville. Et je m'amusais à traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en Roumanie. Traduire Mallarmé dans une langue inconnue, du temps perdu, n'est-ce pas? Je jetais tout ça, je suis rentré à Paris et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, du premier que j'ai publié, Le Précis de composition, qui est apparu 2 ans après. Mais c'était pas pour entrer dans un circuit, c'était pour exploser un peu. Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique. C'est pas pour faire un livre. Mes livres n'en sont pas, n'est-ce pas? Paul Valéry, à la question « Pourquoi écrivez-vous » répondait par faiblesse. C'est un peu votre cas. C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par dégringolade, même si je voulais. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, ou hurler, pour ne pas. C'est pas pour. Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre, n'est-ce pas? Le livre vient comme. C'est un accident, n'est-ce pas? C'est aussi peut-être quand même pour rencontrer des hommes, Non. Ça, je crois pas. pour toucher des témoins Ça, inconnus. non. Ça, vraiment, quand on écrit un article, oui, quand vous avez un texte à faire. Ça, il y a une idée implicite, vous touchez quelqu'un, n'est-ce pas? Mais quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue. Avec vous-même. Pas avec moi. Je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Non. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois un croyant non plus. N'est-ce pas? Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre. Une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on n'est que soi-même. N'est-ce pas? Et donc, vous voyez que l'acte d'écrire que théoriquement je méprise, pratiquement, je l'apprécie, enfin je le mets un théo, comme vous voyez. N'est-ce pas? On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme? Je ne suis pas nihiliste. Je suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme. Vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire. C'était compliqué. Vraiment, je ne vois pas comment je pourrais répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, n'est-ce pas? C'est une négation. C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas? Qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas? Quelque chose. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, ni de pessimisme, ni quoi que ce soit. Absolument, ça m'est égal, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais c'est pas ça. Je ne crois pas que ça soit important. Pourquoi Sioran est-il un révolté? Je ne suis pas révolté. Mais, le révolté veut remédier à quelque chose, n'est-ce pas? Le révolté est un militant. Je ne suis pas militant. C'est vrai que j'ai dénoncé énormément de choses, mais avec le sentiment, quand même, avec le sentiment de l'irréparable. Par exemple, on ne peut pas dire que Baudelaire soit un révolté. Parce qu'il avait justement les sentiments de l'irréparable. Et Pascal non plus, c'est pas un révolté. Il avait les sentiments de l'irréparable. En ce sens, je me sentais près d'eux, n'est-ce pas? Je ne suis pas un révolté. Allons plus loin, vous êtes un désespéré. Ça non plus. Ça, comment dire? J'essaye de vous cerner. Hein. Non, parce que vous comprenez, oui, mais tout ça, a des implications négatives, n'est-ce pas, comme ça? Comme je vous dis, je ne recule pas. Il est évident que j'ai réussi à
ASP, théoriquement, une position qui, disons, est désespérée puisqu'elle elle ne mène à rien, nulle part. C'est inutilisable. Seulement, attention, j'ai toujours voulu être inutilisable. Et ça ne me gêne pas du tout. Et curieusement, ça ne m'empêche même pas de vivre. Puisque j'accepte cette situation. Je ne veux pas en sortir, parce que je ne pense pas qu'il y ait des sorties. Il n'y en a pas. J'ai toujours dit que s'il y avait une sortie, j'aurais trouvé. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. J'aurais pu trouver une sortie, mais je trouve qu'il n'y a pas de sortie. Je me suis employé à regarder les choses. Est-ce que quelqu'un qui est extrêmement sévère comme vous a quand même des sujets, des objets d'admiration, d'amitié? Sans doute, Lesquels? La passion de l'amitié. J'ai toujours eu des très grands amis. Mais pas nécessairement dans le milieu littéraire. Par exemple, l'homme que j'ai admiré le plus dans ma jeunesse, c'est un homme qui n'a rien écrit, et qui avait sûrement du génie. C'est un romaniste, n'est-ce pas, quelqu'un qui est incapable d'écrire, mais qui est un homme extraordinaire. Alors, vous dites, c'est vous qui l'affirmez, oui, évidemment, mais je crois qu'il faut juger les gens dans l'absolu. Et je n'ai jamais apprécié les gens en fonction de ce qu'ils font, mais toujours en fonction de ce qu'ils sont. C'est comme être et, non pas ce qu'il fait. C'est pour ça que pour moi, quand on dit quelqu'un c'est un raté, il n'a rien fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne trouve pas qu'il faille se réaliser. Mais il faut quand même être quelqu'un. En ce sens, je connais des gens extraordinaires dans ma vie, dont on ne parlera jamais dans la littérature, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Vraiment, c'est ce qu'un être est. Et je dirais même plus loin. Je crois que sur le plan métaphysique, je dirais, une conversation avec quelqu'un qui a des angoisses personnelles, n'est-ce pas? Disons, une concierge inquiète, elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même, n'est-ce pas, infatué, n'est-ce pas? C'est vraiment... j'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels, ni en Roumanie, ni ici, ni nulle part. J'ai énormément appris d'un tas de gens en dehors de ce circuit intellectuel. Et ça, c'est capital. Alors, je dois dire que j'ai connu, en ce sens, plusieurs êtres qui ont eu une très grosse influence sur moi, surtout dans ma jeunesse. Et aucun n'était écrivain. Aucun, n'est-ce pas? C'était... Citer plusieurs cas, n'est-ce pas, des gens en fait, qui n'ont je ne sais pas, est-ce qu'il manquait des talents, je ne peux pas porter un jugement là-dessus. Mais c'était des êtres auxquels je reconnaissais une nette supériorité sur moi, et qui étaient allés plus loin dans la perception de la réalité, qui étaient plus lucides que moi, donc ils m'étaient supérieurs, et j'étais très content de les fréquenter. Je leur dois énormément. Alors, comme je vous ai dit, ils n'ont rien laissé, n'est-ce pas, ils n'ont rien écrit, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils ont écrit à travers vous, par procuration. Mais si vous voulez, n'est-ce pas, si vous les avez traduits. Je leur dois énormément. Je leur dois énormément. C'était des êtres extrêmement lucides. Et comme je crois que c'est la lucidité, au fond, qui est la qualité éminente de quelqu'un, n'est-ce pas, la qualité par excellence, n'est-ce pas, c'est que l'homme qui a compris. Or, j'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui aient compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté aux grands problèmes, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué, par exemple, que sur le plan religieux, ça c'est très intéressant, les êtres les plus intéressants, c'est des êtres qui n'ont pas une formation intellectuelle achevée, n'est-ce pas, qui ne sont pas passés par l'université, etc. Donc, je tiens à affirmer cette dette de reconnaissance que j'ai envers ces êtres, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et j'ai toujours eu des amis à ce niveau-là, si vous voulez. Presque de mon enfance, je dois dire. Une petite exception, c'est Henri Michaud, mais il est un peu comme vous, un écrivain anti-écrivain. J'admire beaucoup Michaud. C'est un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Je regrette beaucoup qu'il ait quitté ce quartier. Et puis, il habitait ici tout près de chez moi, il habitait rue Séguier, dans un hôtel particulier. Je le vois maintenant moins, mais c'est un homme admirable qui n'a pas été
qui reste lui-même, n'est-ce pas, qui est admirable parce qu'il peut parler n'importe quoi. Quel point commun avaient Sioran et Michaud? Mais, vous savez, au fond, j'aimais beaucoup observer Michaud. J'aimais le faire parler et j'allais à un certain moment avec lui, je parlais dans un article, ça, il m'a amené, il y a 15 ans, voir des films scientifiques, documentaires, qui ne m'intéressaient pas énormément. Mais je voyais, ce qui m'intéressait, c'est de voir pourquoi Michaud s'y intéressait. C'est de films de biologie, de minéralogie, de tout ça. Michaud, il prenait un intérêt fervent. Ça. Alors, j'ai compris pourquoi, plus tard, j'ai compris pourquoi dans ses livres sur la drogue, il avait monté tant d'objectivité, tant de soucis d'être objectif scientifique. Il a même un pli scientifique. Et c'est en allant avec lui à ce cinéma scientifique, n'est-ce pas, que j'ai fait la relation tout de suite entre ses livres sur la drogue, vous voyez, et cette culture scientifique. Parce que ces livres sur la drogue, c'est naturellement c'est les livres d'un très grand poète, mais aussi de l'homme de science. Et Michaud a quelque chose de gründlich, c'est-à-dire de l'homme qui voit au fond des choses, qui est très consciencieux et qui voit au fond des choses, qui était persistant. Il est le contraire de l'écrivain français classique, n'est-ce pas? Même le contraire de Valéry, si vous voulez, bien qu'il ait des points communs. Ça. Mais Michaud veut épuiser un sujet, quel qu'il soit. En ce sens, c'est sûrement un des écrivains les plus profonds. C'est l'homme qui n'a pas essayé d'escamoter ces sujets. La littérature est nécessairement escamotage. En ce sens, il est sorti de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il essayait de vous observer, vous aussi, je et crois de vous pas. épuiser? Je ne crois pas. J'ai cité une chose à propos de lui qui m'avait énormément frappé à l'époque. C'était un soir, il était 2 heures du matin. On avait parlé d'un tas de choses. C'était après un dîner, j'étais quelque part. Et on avait fini par parler du destin de l'homme, comme ça. C'était de grands sujets comme ça. Et la voix de Michaud d'un coup a changé. Et j'ai perçu une sorte d'émotion comme ça. Et vous savez, l'idée de la disparition de l'homme me fait quelque chose. Et il y avait quelque chose de tremblant dans sa voix. Et alors, ça, il y a à peu près 15 ans de là. Et je n'ai jamais pardonné cette émotion. Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus cynique que je le suis maintenant. Maintenant, je suis un peu plus fatigué, plus âgé, etc. Alors, je pensais que la disparition de l'homme était une chose qui n'était pas si mauvaise que ça, n'est-ce pas, etc. Et je me rappelle que, sur le coup, j'ai senti une sorte de déception. Pourquoi se lamenter sur la disparition de l'homme? Mais j'ai trouvé ça très beau de la part de Michaud, qu'il ait eu une réaction si sincère et si humaine. C'est si spontané, n'est-ce pas? C'est un homme délicieux. Avec le temps, avec ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, vous êtes encore plus cynique? Vous avez encore plus de raison de l'être? Non, je suis moins cynique parce que, vous savez, au fond, avec l'âge, tout s'épuise, même le cynisme. Moi, je n'ai pas dépassé le cynisme comme attitude théorique. Je ne l'ai pas dépassé. Mais on le dépasse sur le plan affectif, ça veut dire que tous s'usent. C'est vrai que je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. De dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi? Parce qu'elles se détachent de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Et ça, je donne un exemple. J'ai écrit un jour sur le suicide. Et jusqu'au moment où j'ai écrit sur le suicide, c'est un sujet qui me hantait. Je pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'ai écrit ce sujet, j'ai remarqué que j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrire est une profanation. Ça veut dire que vous tuez le sujet. C'est thérapeutique. C'est un exorcisme. Non, c'est un exorcisme, mais c'est fait pour n'importe quel sujet, n'est-ce pas? Je pourrais dire tous les sujets que j'ai pu aborder dans ma vie, n'est-ce pas? Du fait que j'en ai parlé, je les ai à moitié
tuer. Et c'est pour ça que, pour revenir à mes amis dont j'ai parlé qui n'écrivaient pas, ils étaient plus purs que moi. Puisqu'ils n'avaient pas extériorisé, ils n'avaient pas exprimé, ils n'avaient pas craché leur démon intérieur, ils ne s'en étaient pas détachés. Et tous les sujets, je pouvais dire absolument toutes mes obsessions dont je parlais, elles ont diminué. À ce stade, il va de soi que je dois vous poser la question, pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé? Justement parce que ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours, toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie. L'impression d'être coincé ici-bas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. N'est-ce pas? Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée de suicide est une idée positive. C'est une idée qui stimulante. C'est pas une fuite? C'est pas une fuite du tout. C'est l'idée, je parle de l'idée, n'est-ce pas? C'est l'obsession du suicide. Je ne parle pas du suicide. C'est la pensée du suicide. Le christianisme a fait une énorme faute psychologique en écartant le suicide. Je dis l'idée du suicide. Oui. C'est très important. Tous les moments difficiles de ma vie, j'ai pu les surmonter avec cette idée, l'idée de cet échappatoire. Et je crois vraiment qu'on peut tout supporter à condition de vivre dans l'intimité de l'idée de suicide. Il n'y a nullement besoin de se tuer. On peut se tuer, évidemment. Mais l'important, c'est d'avoir cette idée. Et le christianisme porte l'immense responsabilité d'avoir discrédité cette idée. En Antiquité, enfin, on sait, n'est-ce pas, les stoïciens, mais pas seulement les stoïciens. Vous savez, il y avait un mode de suicide chez les philosophes que je trouve extrêmement intéressant, qui est totalement comment dire, sorti de mode, enfin, qui n'est plus pratiqué par personne. C'est le suicide par la suspension de la respiration, par une sorte d'auto-étouffement. Je trouve que c'est un mode très élégant de se tuer. Mais le problème n'est pas là, ce n'est pas l'acte du suicide, c'est l'idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Et je dois dire que j'ai lu, avec une avidité énorme, étant jeune, toutes les biographies de suicidés. Enfin, mes héros étaient les gens qui sont des jeunes, etc., qui étaient jeunes, etc. Et j'ai tiré un certain profit, je dois dire, de cette passion pour le suicide. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cet âge. Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. J'en suis absolument persuadé. Donc, c'est une idée positive. Vous êtes proche de Dostoïevski? Oui, j'ai toujours lu Dostoïevski et je crois que c'est l'écrivain que j'aime le mieux. De tous les personnages, de tous les héros de romans, ceux que j'aime le plus, c'est Ivan Karamazov et Stavrogin. Et il y a un mot de Stavrogin qui m'a hanté toute ma vie. C'est qu'on dit de lui que quand il croit, il ne croit. C'est pas de Stavrogin, c'est sur lui. Quand il croit, il ne croit pas qu'il croit, et quand il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. Vraiment, je me suis reconnu dans ce mot. Maintenant, la raison profonde pour laquelle j'aime le monde de Dostoïevski, c'est, si vous voulez, ce mélange de destruction, cette passion de la destruction qui débouche sur autre chose. Pas nécessairement sur la foi. J'aime naturellement les héros négatifs de Dostoïevski. Mais négatif, le mot n'est pas exact, mais enfin, pour simplifier, n'est-ce pas? Qui débouche sur quoi alors? Vous savez, qui se détruisent parce qu'ils vont trop loin. Je trouve que Dostoïevski est allé vraiment à la limite, c'est-à-dire que tous ces personnages franchissent une limite. Chaque être a une sorte de limite qu'il ne doit pas franchir. Eh bien, les personnages de Dostoïevski la franchissent. Alors, cette extrémité, n'est-ce pas, cette passion de l'extrémité qui m'a toujours fasciné, n'est-ce pas? Et vraiment, je crois que s'il y a quelqu'un que je comprends de l'intérieur, c'est Stavrogin et c'est Ivan Karamazov, et aussi l'homme
de souterrain. C'est ça, vivre. C'est ça. Vivre, c'est se détruire, non pas par manque, mais par une sorte de plénitude dangereuse. Chez Dostoïevski, ce n'est pas des crevés, n'est-ce pas, qui se détruisent, ce n'est pas des faiblards, n'est-ce pas, ce n'est pas des anémiques, c'est des gens qui éclatent, qui vont jusqu'à la limite d'eux-mêmes, n'est-ce pas, ensuite franchissent cette limite. Donc, c'est l'aventure au sens noble du mot. Au sens noble du mot, c'est l'aventure complète, n'est-ce pas, au fond, peut-être que l'être est là pour se détruire, n'est-ce pas, mais cette destruction n'a rien de déprimant. On n'est pas déprimé parce qu'ils sont quand même des demi-dieux, n'est-ce pas? C'est même des dieux. Je sais que vous aimez la musique, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas toute la musique, mais la musique a joué dans ma jeunesse un très grand rôle, moins maintenant. Mais dans ma jeunesse, c'est un rôle capital. Et je dirais qu'une de mes grandes passions, très très grande passion, ça a été Bach. Ça a été une très 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 grande passion et qui est restée, c'est peut-être de toutes mes passions, c'est celle qui est restée absolument intacte. Je dois dire que même ma passion pour Dostoïevski a diminué, mais pas celle pour Bach. N'est-ce pas? Et on peut expliquer ça. Je n'essaie pas d'expliquer cette passion. Je dis Bach parce que c'est le musicien que j'aime le plus, mais enfin, je pratique un peu tout dans la musique. Mais quand même, je m'en tiens à Bach parce que ça a été pour moi une espèce de religion. Je ne veux pas dire autrement. Est-ce que vous avez le sentiment, en général, de la responsabilité, en particulier de votre responsabilité sur autrui? Absolument pas. Je les ai jamais eus. Et même quand j'écris, par exemple, je ne pense jamais que ce que j'écris pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre. On dit que Gide a causé la perte d'une génération. Non, ça, pour moi, ce problème n'existe pas parce que de toute façon, je n'ai pas de lecteur. Donc pour moi, j'ai l'avantage, n'est-ce pas? J'ai l'avantage d'être son lecteur. Donc je ne peux pas avoir ce sentiment de responsabilité. Mais même de toute façon, je crois que je n'aurai pas. Je crois qu'on écrit pour faire du mal. N'est-ce pas? Dans le sens, enfin, supérieur du mot quand même. Pour troubler, n'est-ce pas? Parce que moi-même, tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu pour être troublé. Un écrivain qui ne me martyrise pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. Parce que il faut que quelqu'un vous fasse souffrir, n'est-ce pas? Autrement, je ne vois pas la nécessité de lire. Alors, au fond, alors, pour cette histoire de responsabilité, je vous répondrai de façon très concrète. J'ai remarqué que la plupart des... J'ai quand même quelques lecteurs, forcément. Eh bien, c'est des gens, des pauvres types, la plupart. Des gens lamentables, des malheureux, comme ça. Et même la plupart, c'est des névrosés. Eh bien, de lire certaines choses de moi, eh bien, ça a été pour eux une sorte de libération. Et vraiment, ce problème de responsabilité, avec les implications, disons, négatives, enfin, ça, je ne me suis jamais posé, je ne me pose pas, n'est-ce pas? Évidemment, j'aurais peut-être un autre sentiment si mes livres circulaient énormément. Mais même à ce moment-là, vous savez, de toute façon, étant donné que la vie est sécalée, n'est-ce pas, c'est une chose absolument terrible. Je ne vois pas pourquoi on la maquillerait, n'est-ce pas? Ça signifie absolument. Pourquoi escamoter le problème? Le problème du mal, c'est un problème réel, c'est un problème qu'on s'est posé depuis toujours. Enfin, la Genèse commence par les problèmes du mal. On ne peut pas traiter ce problème, comment dirais-je, avec de bons sentiments, n'est-ce pas? Il faut avoir le courage d'être cruel, n'est-ce pas? Enfin, surtout sur le plan théorique. Et ça, je me reconnais une sorte de férocité intellectuelle, si vous voulez. Mais c'est que les problèmes, on ne peut pas parler du mal de ces choses-là autrement, n'est-ce pas? La vie, c'est la mort, au fond. La seule question qui se pose à propos de la vie, c'est la réponse. La seule réponse qui se pose à propos de la vie, c'est la mort. C'est à peu près la même chose, comment dirais-je. Mais je suis allé un peu plus loin. J'ai dépassé un peu, si vous voulez, la hantise de la mort. En ce sens que je suis arrivé à la conclusion que le grand, au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître. Et donc, c'est un changement. Ça n'empêche pas qu'on puisse être hanté par la mort, ça c'est évident. Mais la clé tout tourne autour de ça. Alors,
vraiment la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au fond, il valait mieux ne pas naître. On est là, mais n'empêche que le grand problème, c'est la naissance et pas celui de la mort. Et en ce sens, le bouddhisme comme religion me semble plus profond que le christianisme. Sioran, vous avez écrit « Seul un monstre peut se permettre le luxe de voir les choses telles qu'elles sont ». Est-ce que vous êtes plus ou moins monstrueux? Sans doute que oui, puisque je crois effectivement que voir les choses telles qu'elles sont rend la vie presque intolérable. En ce sens que j'ai remarqué que tous les gens qui agissent, ils ne peuvent agir que parce qu'ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Et moi, parce que je crois avoir vu, disons en partie, les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes. N'est-ce pas, comme ça. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul le monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. D'autre part, vous avez aussi écrit, et là il y a une sorte de lumière, toujours entre guillemets, nous sommes tous au fond d'un enfer, dont chaque instant est un miracle. Eh bien, ce que j'ai entendu par là, c'est que le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, qu'on en a vu les choses telles qu'elles sont. Que cette vie qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire sur le plan pratique. Ça veut dire que vivre contre l'évidence. Chaque moment devient une sorte d'héroïsme.